Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Fabrice Olivet, Guerre à la drogue, guerre raciale, épisode 1. En 1994, un ancien conseiller de Richard Nixon, John Ehrlichman, a déclaré à un journaliste du magazine américain Harper's, je cite, « L'équipe de campagne de Nixon en 1968 avait deux ennemis, la gauche pacifiste et les Noirs. Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être pacifiste ou noir. Mais en incitant le grand public à associer les hippies à la marijuana et les noirs à l'héroïne, puis en criminalisant lourdement les deux produits, nous pouvions casser ces communautés. On pouvait arrêter leurs responsables, fouiller leurs maisons, briser leurs rassemblements et les diaboliser jour après jour dans les journaux télévisés. Est-ce qu'on savait qu'on mentait à propos des drogues ? Bien évidemment. » Fin de citation. Cette affirmation brutale n'a jamais été prouvée formellement. Mais selon l'écrivaine américaine Michelle Alexander, de nombreux historiens considèrent que cette croisade contre la drogue était bien au cœur de la stratégie des républicains à l'époque. Le témoin de cet épisode n'est pas américain, il est français. Mais il a vécu, au cours de sa jeunesse, ce qui peut être l'écho dans notre pays de cette guerre lancée par Richard Nixon. Il va nous raconter la série d'événements difficiles qui ont marqué ses premières années, avant d'expliquer comment il a réussi à mettre du sens à tout cela via le combat militant. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Moi, je suis un prototype d'un élément qui va se développer, se multiplier ensuite dans la société contemporaine. C'est-à-dire que je suis enfant biologiquement issu de deux races. Hein. Il faut aussi parler comme ça. Ma mère étant une femme blanche issue d'un milieu assez bourgeois, puisque mon grand-père paternel était polytechnicien, résistant, qui ensuite a fait fortune en tant qu'ingénieur dans la construction des années des 30 Glorieuses, hein, jusque dans les années 60. Ma mère est née en 1939, et donc elle avait 20 ans en 1960 quand elle m'a eu, et elle m'a eu avec un homme noir. Je le dis comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'elle l'a projeté. Je suis aussi un enfant issu d'un projet féminin de maman qui veut avoir un enfant toute seule. Je pense certainement par opposition à ce milieu bourgeois dont elle était issue. Ma grand-mère maternelle, elle était sans profession. Tennis, bridge, voilà. Et le tout situé dans une petite ville du 93 qui s'appelle Laurency et qui est une espèce d'écrin, un petit Neuilly au milieu des cités et de la pauvreté du 93. Donc à 2 pas d'ailleurs de Montfermeil où il y a les cités les plus difficiles de la banlieue. Et donc je pense que dans l'esprit de ma mère, qui avait 20 ans donc en 1960, avoir un enfant métis, c'était une forme de protestation. Après, bon, elle l'a fait sans doute sans vraiment réaliser ce que c'était que d'avoir un enfant. Je suis né donc en 1960. Elle était partie de chez ses parents. Elle fréquentait à l'époque le milieu des Noirs à Paris, c'est-à-dire le milieu des intellectuels africains. On était au milieu des indépendances, du moment des indépendances, le milieu des musiciens afro-américains qui vivaient souvent à Paris pour fuir le racisme qui existait aux États-Unis, les situations de ségrégation dans le Sud. Donc elle fait partie de ces femmes qui étaient complètement dans cette sociologie raciale de fréquentation des hommes noirs. Elle a eu un enfant métis. Et puis, au bout de 9 mois, elle a rencontré un autre homme
qui lui était un militant du FLN algérien. Et elle a pensé que c'était pas compatible de pouvoir élever cet enfant noir en étant en couple avec un militant algérien qui devait aussi avoir son petit potentiel raciste. Et donc elle m'a mis à l'assistance publique, ce qui s'appelait l'assistance publique à l'époque. C'est un bâtiment qui existe toujours, alors c'est d'Enfer Rochereau, où il y a une grande maison qui accueillait les enfants qui étaient déposés là par des mères célibataires qui ne pouvaient plus élever. Donc elle m'a mis là quand j'avais 9 mois. Et c'est à ce moment-là que mes grands-parents maternels, apprenant cet abandon, sont venus me chercher et donc m'ont élevé, sans doute aussi dans un esprit de réparation, en pensant que la relation difficile qu'ils avaient pu avoir avec leur fille allait se réparer avec ce petit-fils trouvé. Et donc, ils m'ont élevé comme un petit garçon bourgeois des années 60 dans un joli pavillon de banlieue. Donc ça, c'est ce qui a constitué mon terreau affectif familial, avec cette précision que la conscience de ma couleur de peau, je l'ai eue très très tôt. Je l'ai eue très tôt parce que on était donc dans les années 60, je suis né en 1960, et à l'école... il y a très très peu d'enfants qu'on dit racisés aujourd'hui, hein. Donc quelques enfants arabes, très peu, des noirs, apparemment j'étais le seul dans mon souvenir, en tout cas à l'école primaire. Et donc évidemment que la rencontre avec l'autre s'est faite par cette qualification, et extrêmement violente, c'est-à-dire que c'était pas du tout un élément de détail, hein. Je me souviens de batailles, beaucoup de batailles, et puis quasiment des affrontements groupe par groupe avec des gens qui étaient pour le fait que je sois là, et des gens qui étaient contre, qui manifestaient. Là, je parle du CE2 ou voilà, ou CM1. Et bon, avec intervention de l'instituteur qui disait « Ah non, mais il faut arrêter ces histoires-là, enfin bon, il faut être tolérant. » Et donc quand même un groupe d'enfants qui me disait « Mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et quand j'essayais de m'expliquer, mais tu vois bien, regarde ta peau, tes lèvres, ton nez, tu n'es pas comme nous. Donc il a fallu que je vive avec ça. Alors, le mystère, quand je m'analyse, c'est que j'aurais pu le vivre comme un poids, un fardeau, une honte. Bon, il y avait certainement de la honte, hein, dans ma manière de réagir, mais je ne me souviens pas m'être dit qu'il fallait le cacher. Peut-être parce que j'avais tellement conscience que c'était impossible et que ça faisait tellement partie de moi. Mais du coup, j'y ai toujours mis un soupçon de romantisme. Et d'autant plus que quand je m'adressais à mes grands-parents pour leur poser des questions sur mon origine, ma grand-mère avait trouvé intelligent de me raconter un espèce de poème romantique me disant que mon père était un Africain. Alors j'imaginais un homme dans la forêt, un grand homme viril qui chassait les animaux et qu'il était mort. Qu'il était mort et que c'était très triste, mais voilà, c'est comme ça. Donc, par ailleurs, ma mère venait régulièrement avec mes demi-sœurs, donc, puisqu'elle s'était remariée avec cet ouvrier kabyle, ancien militant du FLN, et donc elle avait 3 autres enfants. Et donc, je connaissais ma mère comme étant une espèce de personne proche mais éloignée, et donc avec cette image du père, mais qui était à la fois triste et en même temps assez romantique. Donc, plus j'ai grandi, plus cette image de négritude était pour moi une espèce de trésor que j'avais
envie de revendiquer. Voilà. Même si, étant enfant, c'est compliqué. Hein. Surtout, encore une fois, dans une France qu'il faut rappeler, hein, la France des années 60. Quand je parlais des militants FLN, c'est 1961, c'est quand on balance 200 Arabes dans la Seine, et que ça fait absolument pas événement, ça fait quelques lignes dans les faits divers. Le grand massacre dont on parle, c'est celui de Charonne, qui a lieu l'année d'après, où il y a 7 militants communistes qui sont tués par la police. Alors ça, effectivement, dans la mémoire de la guerre d'Algérie et des luttes anticoloniales, ça a fait événement. Les 200 militants du FLN pacifiques qui avaient été balancés dans la Seine, il a fallu attendre en gros les années 90 pour qu'on en parle. Donc c'était cette France-là. À l'adolescence, tout en étant dans un contexte complètement blanc, puisque mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes copains, mes copines étaient des gens donc français de souche, comme on dit, à quelques exceptions, vraiment quelques exceptions près. Je me sentais le besoin de revendiquer quand même cette appartenance à la couleur noire. Et là, je dois dire que la grosse révolution intellectuelle, ça a été quand même des conversations avec ma mère, qui m'a au moins légué cet héritage, c'est-à-dire sur les intellectuels, la France Fanon, la négritude, les écrivains américains, Chester Himes, toute une partie de la culture noire qu'elle avait fréquentée, qui a développé chez moi une soif d'en connaître beaucoup plus. Et je me souviens d'ailleurs avoir brillé en seconde parce que j'avais choisi de faire un exposé sur Toussaint Louverture. Alors ça avait impressionné terriblement mon prof d'histoire, qui était un type très bien d'ailleurs, un type de gauche, et qui disait ah bon, vous connaissez Toussaint Louverture? Enfin bon, c'était... Et j'avais fait un exposé parce que pour moi, Toussaint Louverture symbolisait tout ce sur quoi je fantasmais, c'est-à-dire à la fois un homme noir et en même temps un général républicain, couvert d'honneur, bon, alors qu'il y a aussi un destin tragique, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je raconte tout ça en préalable parce que je crois que ces histoires d'identité, aujourd'hui on en a extrêmement conscience, une conscience très forte, au point d'ailleurs que pour certains c'est trop, hein, c'est devenu les gens qui dénoncent le wokisme, à mon avis à tort, pensent que c'est une obsession. Ils ont un problème aussi parce que la France, particulièrement dans sa culture, cultive un universalisme, on le sait maintenant, qui a recouvert les pages sombres, notamment de la colonisation. La France, avec sa révolution, qui effectivement était une révolution généreuse, d'ailleurs qui a aboli l'esclavage, avant qu'il soit rétabli par Napoléon, mais qui a aboli l'esclavage pendant la Convention, donc pendant la période la plus à gauche de la Révolution. Ensuite, a recouvert un certain nombre de crimes contre l'humanité de ce voile de l'universalisme républicain, de l'idée qu'on allait dispenser la civilisation, les droits de l'homme à des populations jugées inférieures, et qu'on allait le faire sans distinction de couleur, alors que dans la pratique, on a instauré une colonisation extrêmement dure, qui n'a rien à envier à celle des anglo-saxons, qui eux, par contre, ne s'embarrassent pas de prétextes idéologiques. Et ça, je pense que ça a conditionné très fortement une révolte, une colère, l'idée que ce qu'on me raconte, ce qu'on raconte aux enfants est une espèce de bullshit destiné à cimenter le pouvoir des élites et à contribuer à faire exploser chez moi une crise adolescente assez violente qui fait que à l'âge de 15 ans, je suis parti donc de chez mes grands-parents, de ce cocon bourgeois. Bon, ma trajectoire, ça aurait été normalement de faire des études supérieures. J'étais effectivement plutôt doué dans les sciences humaines, hein, en histoire et en français.
et voilà, et d'être tranquillement inséré dans le système social. Et en fait, je m'en suis évadé vraiment pour cette raison-là, avec l'idée que c'était pas pour moi, qu'il fallait que je retrouve des racines qui étaient liées à la couleur de ma peau. Et cette révolte, elle m'a aussi conduit à l'usage de stupéfiants. Sans doute à la fois pour des raisons communautaires, c'est-à-dire que prendre des drogues dans les années 70, c'était appartenir à une forme de communauté, parce que c'était aussi s'inscrire dans un mouvement de contre-culture, issu de 68, mais aussi dans mon esprit, c'était lié aussi à cette revendication de ne pas, d'appartenir à une minorité. Voilà. Donc pour moi, je fantasmais énormément sur la communauté africaine-américaine, Harlem, les Black Panthers, même si les Black Panthers étaient plutôt contre la drogue, mais enfin l'idée que dans mon esprit tout ça était un peu mélangé. Les films de la Black Exploitation où on voit c'est la soul music, évidemment, James Brown, tout ça, et tout ça pour moi c'était aussi prendre fumer du cannabis, découvrir le LSD, prendre de la cocaïne. Et on arrive dans les années 80 où la grande drogue des années 80, c'est l'héroïne. Et effectivement, je me suis jeté sur cette héroïne, mais il faut aussi éviter les caricatures, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une consommation comme c'est souvent présenté, qui vous piège et qui ensuite vous conduit aux pires turpitudes, parce qu'une fois que vous avez consommé, vous ne pouvez plus vous en passer. Non, c'était une consommation quand j'avais 16 ans, et puis une autre ensuite, peut-être 2 ans après, dans un autre contexte, dans des contextes assez festifs d'ailleurs. Je me souviens avoir fait mon premier sniff d'héroïne au concert de Téléphone à Shell en 1976, donc ça devait être un de leurs tout premiers concerts dans une petite MJC. Et donc voilà, et en fait c'était surtout pour le fun. D'ailleurs j'ai pas un souvenir particulièrement marquant du premier sniff d'héroïne. Je me souviens surtout avoir vomi beaucoup, mais enfin quand on est défoncé à l'héro, c'est pas très pénible. Mais enfin voilà, c'était pas une révélation. Le LSD était beaucoup plus une révélation cosmique et psychédélique. Mais en tout cas, il y avait cette approche sociale d'être dans une contre-société. Ça, par contre, c'était très important, au point que je me suis mis à commettre beaucoup d'actes de délinquance, absolument pas dans l'idée qu'il fallait absolument se procurer de la drogue, ce qui est quand même souvent présenté comme ça, mais vraiment dans l'idée qu'il fallait rompre avec mon milieu d'origine et me rapprocher de ce que je considérais comme une communauté fantasmée, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes, on se démerde. Alors, c'était des petits délits, mais enfin, de petit délit en petit délit, j'ai été amené à être incarcéré une première fois pendant 1 mois à la prison à la maison d'arrêt de Perpignan pour des fausses ordonnances d'amphétamine. Et puis, un peu plus tard, là j'étais majeur, à Fleury-Mérogis, où là j'ai pris un enferme pour un vol avec violence. Et donc là c'est devenu sérieux. Et curieusement, le souvenir que j'ai de mon arrivée à Fleury-Mérogis, en 1978, c'est de voir une masse de prisonniers habillés en drogués. Alors, drogués, c'est la tenue pénale, donc toute brune. Et tous ces prisonniers en drogués étaient quasiment tous, des Noirs ou des Arabes. Et donc, je suis arrivé, je me souviens, dans le fourgon cellulaire, et je me suis dit, tiens, ça y est, je suis chez moi. Je suis parmi les miens.
C'est étonnant, hein. Et d'ailleurs, cette première année de prison, là, j'en ai pas un souvenir de traumatisme. Bon, évidemment, c'était pas rigolo. Mais je me souviens surtout alors c'était un bâtiment, le D2 était un bâtiment réservé aux jeunes délinquants entre 18 et 25 ans. Et donc, encore une fois, toutes les cités, on est en 1978, hein, les gens ont oublié ça. Cette figure de la racaille de cité, en fait, elle est construite par cette génération. Les gens qui sont nés, comme moi, en 1960, qui sont arrivés, alors, c'est pas mon cas, moi je suis, comme je vous l'explique, une espèce de transclasse, hein, de personnes qui a bougé, qui a fait bouger les lignes et donc qui a pu apercevoir des milieux différents. Mais disons que la majorité de mes co-détenus, là, étaient comme mes demi-frères et sœurs, des gens amenés là par l'immigration, nés sur le sol français, élevés par l'école, élevés en France et ayant été scolarisés en France, mais ayant vécu très fortement ce racisme français particulier qui vous laisse entendre constamment que vous n'êtes pas un citoyen légitime, que vous n'êtes pas finalement, que vous devez justifier votre appartenance à ce sol français. La question que ma génération a entendue et que les autres générations entendent aussi un peu, c'est systématiquement, mais tu viens d'où ? Voilà. Et ce qui est particulier, hein, parce que je sais maintenant que par exemple pour les anglo-saxons, y compris les anglais d'ailleurs, mais encore plus les américains, le racisme existe très fortement, mais pas sous cette forme-là, c'est-à-dire que on ne pose pas à un noir américain on lui oppose pas l'idée qu'il n'est pas légitime sur le sol américain, on lui oppose plutôt une forme d'infériorité. Et en France, les minorités doivent se coltiner les deux. C'est-à-dire à la fois l'illégitimité en tant que citoyen, basée sur une forme d'infériorité raciale. Et donc voilà, cette colère-là, elle s'est exprimée fortement et m'a conduit à renouveler ces actes de délinquance, enfermés alors après dans effectivement ce qui a été une spirale de la consommation d'héroïne. Là pour le coup j'ai fait toutes les étapes du cursus, c'est-à-dire je suis devenu un dépendant, injecteur. En 1984, j'avais l'habitude, quand j'étais détenu, de faire des dons de sang à la Croix-Rouge, puisqu'on vous sortait de cellule et puis on vous donnait un petit casse-croûte. Et donc, lorsque je suis sorti de prison, c'était ma troisième incarcération, je suis retourné à la Croix-Rouge pour aller donner mon sang. Et là, j'ai reçu une petite lettre chez moi où on m'a dit il faut que vous passiez à l'hôpital, il y a un petit problème. Et je me souviens de ce médecin qui me dit « Ah oui, vous avez le virus du sida ». On était en 1984, j'avais 24 ans. En 84, c'est vraiment les premières, je pense, opérations qui permettent d'identifier le virus dans les dons du sang. Et d'ailleurs, je pense que c'est à l'origine du scandale du sang contaminé. C'est-à-dire que le scandale du sang contaminé, on se rappelle un peu, qui est que un certain nombre d'hémophiles se sont retrouvés avec des lots de sang contaminé par le sida. Ces lots venaient très certainement, très souvent, de la prison et de dons faits par des gens qui étaient héroïnomanes. Parce que beaucoup de centres de la Croix-Rouge qui s'occupaient de récolter ce sang se pourvoyaient en prison. Effectivement, en 84, on n'avait pas la conscience de l'existence de ce virus. Il y avait une petite conscience dans la communauté gay qui commençait, mais enfin,
je pense que c'était très improbable d'aller à l'hôpital pour faire un test. Et donc, je pense que beaucoup de gens l'ont appris comme moi, hein, c'est-à-dire de manière accidentelle. Donc je me suis dit qu'il me restait quelques années à vivre et que faudrait peut-être les mettre à profit pour faire autre chose que de casser des appartements et m'envoyer de l'héroïne dans les veines. Et de manière paradoxale, ça a déclenché chez moi l'envie de décrocher. Donc j'ai donc entamé ce processus de cure et de post-cure. Bon, à l'époque, la vie des héroïnomanes était pavée de décroches. Hein, c'est-à-dire que déjà tous les séjours en prison, par définition, vous amenez à décrocher. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drogue dans les prisons. Ça a changé. Sauf que, à la sortie de prison, les jeunes délinquants comme moi voyaient pas trop l'intérêt de faire autre chose que ce qu'on avait toujours fait. Et donc, on recommençait. Et ça n'avait pas de fin. Bon, après, ce traumatisme de la révélation de ma séropositivité fait que j'ai commencé à m'intéresser à la psychanalyse, qui était la seule méthode de thérapie qui était offerte par le système de soins. Il faut préciser aussi que cette épidémie de sida, elle a été boostée par un décret qui s'appelle le décret de 1972, qui est venu juste après, 2 ans après la loi de 70 qui interdit de consommer des drogues, qui était une interdiction de vendre des seringues aux toxicomanes. Je le précise parce que on avait toute une idéologie du soin à l'époque qui était basée sur la psychanalyse, sur l'idée que... alors c'était compliqué parce que c'était masqué par un peu comme ce que j'ai dit sur la République universaliste, des prétextes de générosité. L'idée qu'il ne fallait pas forcer les gens à vouloir décrocher. Donc on n'allait pas au-devant de la demande. On attendait que les gens viennent frapper à la porte, en pensant qu'un travail d'analyse allait leur permettre de prendre conscience d'une souffrance intérieure et de mettre des mots sur cette souffrance et de leur permettre de les libérer de leur dépendance à l'héroïne. Je précise ça parce que c'était pas complètement idiot, et d'ailleurs, c'est de ça que j'ai profité, personnellement. Mais pour une raison qui est une raison très injuste. C'est que je venais, moi, d'un milieu bourgeois, et que j'étais capable, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la psychanalyse, c'est un instrument compliqué. Il faut être capable de comprendre le pouvoir des mots. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui viennent de milieux populaires qui n'aient pas conscience de cette importance qu'il y a de poser des mots sur des sensations. Mais il est clair que dans mon cas, ça m'a énormément aidé, y compris pour rentrer en contact avec des gens qui étaient ces intervenants en toxicomanie, qui avaient la même culture bourgeoise que moi et qui ont su m'expliquer à quel point ce chemin pouvait être une forme de sauvetage. Donc j'ai fait ce parcours. Alors après, effectivement, avoir fait je ne sais combien de cures ratées, mais à l'époque où je ne pensais absolument pas décrocher, j'en ai fait une avec l'idée que j'allais ensuite entamer une psychanalyse dans un centre de post-cure, puisque c'était ça l'offre de soins. L'offre de soins unique, hein. Il n'y avait aucune médicalisation. Le système de soins, ils étaient contre les traitements de substitution qui existaient déjà. La méthadone existait déjà, notamment en Hollande et aux États-Unis. Mais dans cette idée de la cure psychanalytique, il fallait surtout ne pas avoir une parole biaisée par la consommation de produits. Donc non à la substitution, qui risquait de biaiser la cure. Non au traitement de substitution aussi parce qu'il y avait un risque de contrôle social. Ça, c'était le discours de Liebenstein, notamment, qui était le pape de la toxicomanie. Et donc l'idée que
on allait étiqueter les usagers de drogue, on allait leur mettre des numéros, et je me souviens avoir entendu ça d'ailleurs parmi les intervenants en toxicomanie. Comme ça, le jour où la police veut rafler tout le monde, elle aura juste à sortir des listes. Des choses qui étaient complètement déconnectées de la réalité. Et surtout déconnectées de la réalité, encore une fois, de la masse des usagers de drogue et des petits revendeurs qui vivaient dans les cités, qui crevaient comme des mouches, littéralement. Qui crevaient d'overdose, qui crevaient de sida, qui crevaient parce que en plus l'État français n'avait qu'une seule chose à nous proposer, voilà, je m'inclus dans le truc, c'était la répression. C'est-à-dire que, évidemment que l'usage d'héroïne était fortement enquisté dans la délinquance, mais en même temps, la réponse de l'État était extrêmement violente. C'est-à-dire, c'était la prison. Donc voilà, pour reprendre le fil de mon récit, j'ai réussi, donc ce qui était un exploit à l'époque, les chiffres c'était 80% de rechute. Donc voilà, les 20% des gens traités ont réussi ce que moi j'ai réussi, c'est-à-dire aller en post-cure, y rester, ne pas me redéfoncer. Ce que je trouve très injuste aussi quand je dis que tout est lié, à quand même beaucoup de choses sont liées au milieu dont on est issu, c'est que bien qu'ayant quitté l'école en seconde, j'avais en prison passé une équivalence du bac. Donc lorsque je me suis retrouvé en post-cure à me demander ce que je devais faire de ma vie, j'avais 27 ans, j'ai recommencé des études, notamment des études d'histoire parce que j'étais passionné d'histoire. Finalement, avec assez peu de difficultés, je me suis retrouvé à faire le DUG, licence, maîtrise. J'ai passé le CAPES, je suis devenu professeur d'histoire. Et voilà, et j'ai fait ce qu'on appelle une réinsertion réussie. J'ai fait effacer de mon casier judiciaire mes condamnations. Je me suis marié avec une enseignante. Et voilà, et j'ai fait le parcours un peu idéal de la réinsertion qui concerne, encore une fois, les chiffres disent 20%, moi je pense que c'est encore plus faible. Et c'est d'autant plus faible que, encore une fois, c'est discriminant du point de vue social parce que ce type de parcours est très très lié encore une fois, à mon milieu d'origine. Fabrice Olivet s'est réinséré, mais au fond de lui bout encore une rage alimentée par l'hypocrisie de la société sur des sujets qui le touchent intimement. Dans le 2e épisode, il nous racontera ce qu'il a fait de cette colère. D'ici là, portez-vous bien.